Quand tu commences à te demander si un segment ou un match a été booké par Vince McMahon, c'est que ça sent pas vraiment bon. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 6 septembre 2024. Intéressant de noter que c'est le dernier SmackDown de l'histoire sur la Fox. SmackDown est sur la Fox depuis des années maintenant, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre moment préféré de SmackDown du côté de la Fox. Dès la semaine prochaine, on aura la première de la saison de SmackDown du côté de USA Network, et aussi, quel est votre pire moment? Je pense que pour le pire moment, on peut tous être d'accord sur Kofi Kingston qui perd son titre de champion de la WWE face à Brock Lesnar en 7 secondes. Le show bleu s'ouvre avec Cody Rhodes qui salue la foule et salue le retour de Michael Cole à SmackDown, ou encore Kevin Owens qui l'a battu à Bash in Berlin, et il invite la Bloodline à le retrouver sur le ring. Solo Sikoa entre alors avec la Bloodline. Sikoa est le seul membre à monter sur le ring, demandant à Rhodes s'il a fini de l'ouvrir, s'il a fini de jouer et s'il est prêt à remettre en jeu son titre. Il assure qu'il serait déjà champion si Roman Reigns n'était pas intervenu à SummerSlam, et que c'est pour cette raison qu'il mérite, selon lui, un match revanche. Rhodes est d'accord sur le fait que la season première de SmackDown de la semaine prochaine doit avoir un match de championnat, et pense même que Sikoa mérite un match, mais il appelle Jacob Fatu à monter sur le ring. Sikoa lui souffle quelque chose à l'oreille, et Fatu décide de se retirer du bord de ring avant de dire qu'il aime Solo Sikoa et que Sikoa est son chef de tribu. Sikoa va accepter le challenge de Cody Rhodes, puis va demander à la Bloodline d'attaquer Cody Rhodes, mais les Street Profits et DIY viennent au secours du champion. Le general manager de SmackDown, Nick Aldis, les interrompt et vient non seulement annoncer un match 4 contre 4 ce soir, DIY et Street Profits face à la Bloodline, et un match de championnat incontesté de la WWE la semaine prochaine entre Cody Rhodes et Solo Sikoa, mais ce match sera dans un match en cage. La très bonne nouvelle de ce segment, c'est que le match pour le championnat entre Cody Rhodes et Solo Sikoa aura bien lieu la semaine prochaine pour la première de SmackDown du côté de USA Network. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait peur que ce match aurait lieu du côté de Bad Blood. Eh bien non, on le fait du côté de SmackDown et c'est très bien. Déjà parce que un match de championnat à SmackDown, c'est une bonne chose, de temps en temps je trouve, ça reste un événement, donc il ne faut pas le faire tout le temps, mais de temps en temps pour un événement, pour une première de la saison, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis j'avais vraiment pas envie de voir ce match en PLE, c'était clairement pas le meilleur match du règne de Cody Rhodes, et pour moi toute cette histoire pénalise le règne de Cody Rhodes, donc plus vite on en termine, plus vite je suis heureux. On enchaîne avec Bayley qui fait face à Tiffany Stratton dans un combat de 5-6 minutes, et le match était tout simplement excellent. Je l'ai beaucoup apprécié. Bayley qui a fait son retour la semaine dernière en s'en prenant à Tiffany Stratton, c'est pour cela qu'on a ce match cette semaine, et oui, le match était vraiment très bon. Adoré une nouvelle fois la performance de Tiffany Stratton qui est vraiment de plus en plus forte. Plus elle est sur le ring, plus elle est forte, plus elle est intéressante, plus elle est pertinente. Là, elle domine ce combat dans la première partie du match et elle est fantastique. Il n'y a rien de raté, il n'y a rien de loupé. Il y a un enchaînement qui est plutôt cool sur le tablier du ring où tu penses qu'elle va réussir à porter son Alabama Slam, puis finalement elle arrive simplement entre guillemets à porter un missile dropkick mais qui est bien percutant. Mais sinon, c'est un bon match, c'est fluide. Franchement, c'est un régal jusqu'au moment où la championne Nia Jax va venir en ringside, et là ça va devenir un peu plus compliqué. On essaie de nous teaser des possibles tensions entre Stratton et Jax. Je rappelle que Stratton a la mallette, Jax est la championne, donc bien sûr on pouvait s'attendre à ce genre de scénario, à ce genre d'histoire. Pendant le match, Nia Jax qui s'est fait attaquer par Bayley va distraire l'arbitre sans réellement le vouloir, alors que Stratton est en train de porter un roll-up de l'autre côté qui faisait littéralement 3, mais l'arbitre n'a pas vu. Stratton ne remporte donc pas ce match, et puis avec un sublime enchaînement, Bayley arrive à porter son Rose Plant et à remporter ce combat. Bref, c'est clairement loin d'être terminé cette histoire entre Tiffany Stratton et Nia Jax, à voir à quel point ça va exploser, ou c'est encore une fois un teasing sur du très long terme de la part de Triple H. Apollo Crews fait face à Giovanni Vinci, enfin si on peut appeler ça
un combat. C'était un enchaînement de clim ce match, parce que déjà j'attendais l'entrée de Giovanni Vinci qui nous est teasé depuis maintenant quelques semaines, ce nouveau personnage entre guillemets. Il a l'air très narcissique, très sûr de lui, donc je m'attendais à une belle entrée. Peut-être dans le genre Alberto Del Rio, ce qu'on avait vu avec Giovanni Vinci et ce personnage du côté de NXT, une bonne musique, des regards caméra très gênants mais qui fonctionnent avec ce personnage. Eh bien pas du tout, l'entrée est nulle, le thème d'entrée est nul, l'entrée est basique, il n'y a rien. Déjà, il n'y a rien à ce niveau-là, donc forcément première déception. Et la deuxième déception a été très rapide, parce que Giovanni Vinci va faire je ne sais pas quoi, va mettre 2 milliards d'années à enlever ses vêtements, la cloche va sonner, et Apollo Crews va le surprendre avec un roll-up et remporter ce combat en 3 secondes. Est-ce que c'est bien Triple H qui a booké ça? Je me pose réellement la question parce que c'est le genre de booking que Vince McMahon faisait à l'époque et il était capable de faire. Et c'est clairement pas le genre de choses qu'on a vu dans l'ère Triple H. Peu importe ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais dans l'ère Triple H, une superstar qui nous est teasée depuis quelques semaines, qu'on aime ou on n'aime pas Giovanni Vinci. Moi je pense qu'il est très talentueux et que dans la mid-card, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Mais de le faire débuter de cette manière-là, avec cette gimmick-là, avec cette défaite-là, ça semble vraiment pas être du Triple H. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais c'est une grosse déception et surtout une énorme surprise et une grosse incompréhension. Match à 3 entre Kevin Owens, Grayson Waller et Austin Theory. Et oui, c'est bien un match à 3 parce que Kevin Owens veut tester l'amitié entre Waller et Austin Theory. J'ai l'impression que dès que Kevin Owens n'est pas dans une feud contre la Bloodline ou là avec Cody Rhodes, eh bien il est face à Waller et Theory. J'ai l'impression que ça dure depuis un an, qu'on a des matchs KO Waller, KO Theory. Alors là, c'est la première fois qu'on a un match à 3 parce que comme je l'ai dit, KO veut tester leur amitié et le match est excellent, ça va durer un peu plus de 5 minutes et c'est vraiment très bon. T'as l'impression que c'est un parc de jeux pour Kevin Owens qui clairement s'amuse. Il a 2 hommes contre lui, donc 2 fois plus de bonheur, 2 fois plus de plaisir et 2 fois plus de possibilités. Et clairement, tu le sens, il s'amuse et donc on s'amuse avec lui. En plus, on est du côté du Canada, donc il y a une très belle ambiance pour ce combat. On va une nouvelle fois pour la 6000e semaine d'affilée jouer sur des tensions entre Austin Theory et Grayson Waller parce que là finalement il ne peut y avoir qu'un gagnant, ce qui peut être problématique et donc forcément on va se prendre la tête sur qui va faire ce tombé gagnant. Ça ne va pas durer parce que Kevin Owens va lui réussir à se sortir de ce pétrin et à remporter ce combat. Et après le match, Waller et Theory vont s'en prendre à lui. Bref. Rien de bien nouveau cette semaine dans l'histoire Theory-Waller, et puis Kevin Owens s'est assez vite remis de sa défaite face à Cody Rhodes, pas grand chose à dire. Le champion des États-Unis LA Knight rejoint le ring pour une promo. Il revient sur ses premières défenses de titre et pense que personne ne peut le battre. Carmelo Hayes va alors venir sur le ring et vient visiblement demander sa chance au titre et avance ses 2 victoires contre Andrade comme argument. Il n'en faudra pas plus pour faire rentrer Andrade à son tour. Andrade va rappeler à Hayes que lui aussi l'a battu déjà 2 fois. Et contrairement à ce qu'il croit, tout le monde s'en souvient. Andrade dit donc lui aussi mériter une chance au titre. Et les Knights, lui, ne veut pas perdre son temps à les écouter. Mais Andrade insiste en disant qu'il a déjà été champion des États-Unis avant de le menacer en espagnol. Knight lui conseille de baisser d'un ton et les 3 finissent par se battre. Et les Knights va réussir à mettre KO ses 2 adversaires avec son BFT. On en parlait la semaine dernière du fait que le gagnant de Carmelo Hayes Andrade pourrait clairement être le prochain challenger de LA Knight. Alors, j'ai pas l'impression qu'on arrivera sur un match à 3, je pense qu'on aura donc bien le gagnant de la feud Hayes Andrade qui fera face à LA Knight, possiblement à Bad Blood, mais malheureusement possiblement lors d'un SmackDown, on sait que ça se passe souvent de cette manière-là. Dans tous les cas, ça va être passionnant. Peu importe qui l'emporte, que ce soit Andrade ou Melo, ce sera passionnant. Et puis même si au bout du compte, on arrive sur un match à 3, le match va être fantastique. Bref, c'est une très bonne chose pour la division mid-card d'avoir ce genre de catcheur, ça fait plaisir.
Chelsea Green fait face à Michin dans un combat d'un peu moins de 4 minutes. En soi, le match n'est pas réellement mauvais, simplement le public en a pas grand chose à faire. Moi non plus, hein, d'ailleurs, on va pas se mentir, mais le public va bien réagir au tout début parce qu'on est au Canada, Chelsea Green est canadienne, mais ça va pas suffire. Qu'elle soit canadienne ou non, le public va pas tellement réagir. Michin fait plutôt bien le boulot, vend une blessure au niveau du ventre suite à son match face à Nia Jax la semaine dernière, et sinon, pas grand chose à dire. On va avoir des interventions de la part de Piper Niven à l'extérieur du ring, ce qui va donner l'avantage à Chelsea Green sur le ring, qui va donc remporter ce combat. Est-ce que c'était simplement pour lui donner une victoire chez elle au Canada? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins on essaye, encore une fois, de donner du temps d'antenne à cette division féminine. Et dans le main event, la Bloodline fait face à DIY et au Street Profit. On a donc un match 4 contre 4, et j'avoue que j'aime l'idée déjà. On va avoir un combat d'un peu moins de 10 minutes, mais l'idée est bonne parce que déjà c'est un changement, on n'a pas toujours les mêmes noms en main event et on ne peut pas se plaindre qu'ils essayent des choses au moins, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et un match à 4 contre 4, c'est toujours très divertissant parce que c'est toujours chaotique. La première partie du match est très scolaire, on n'y voit pas grand chose, c'est pas hyper intéressant. Par contre, la deuxième partie, les 4-5 dernières minutes, là c'est bien, là c'est un bordel, là c'est ce qu'on veut voir. À partir du moment où Ciampa va réussir à faire le tag à Gargano et à Angelo Dawkins, parce que le moment est génial. En fait, Ciampa arrive à faire le tag, mais il tape dans la main de deux partenaires, Dawkins et Gargano, et du coup l'arbitre est totalement perdu, ne sait pas qui doit réellement rentrer sur le ring, et du coup les deux rentrent sur le ring et font le ménage. Plutôt très malin la manière de faire ça et de redonner l'avantage au babyface pendant ce match. Donc là ça part en cacahuète, on va avoir une superplex portée à l'extérieur du ring où finalement tous les membres vont récupérer les deux autres qui font cette superplex. C'est un gros spot qui va mériter les holy shit du public. Bref, on se régale jusqu'au moment où Jacob Fatu va décider que c'en est assez. Jusqu'au moment où il va décider qu'il faut terminer ce combat parce qu'il va faire la différence. Il va détruire tout le monde sur le ring, pas de pitié, non, pas de blabla. Il va simplement redonner et refaire le tag à Solo Sikoa pour que ce soit le chef de tribu qui fasse le tombé gagnant, et Solo Sikoa va faire le tombé gagnant pour son équipe et la Bloodline va célébrer tous ensemble pour terminer le dernier SmackDown chez la Fox. Alors est-ce que c'est une image assez impressionnante, assez impactante pour terminer cette ère? J'en suis pas sûr. Est-ce que moi personnellement ça me fait quelque chose? Non, j'en ai pas grand chose à faire, hein. Du fait que SmackDown ne soit plus sur la Fox, je m'en fiche un peu, hein. En tant qu'Européen, ça ne change pas grand chose pour nous. On retiendra que le match était vraiment bon. Maintenant je m'inquiète une nouvelle fois par rapport à la situation de la division par équipe, qui encore une fois a perdu face à la Bloodline. Là ça peut être compliqué de trouver des challengers crédibles à la Bloodline. Bilan de ce SmackDown, on sera sur un 7 de mon côté, parce qu'en termes de match, je me suis plutôt régalé. Le main event était bon, le Stratton Bayley, je l'ai beaucoup apprécié, le Kevin Owens face à Waller et Theory, c'était plutôt très sympa là aussi. Maintenant dans l'ensemble, j'ai pas l'impression d'avoir vu un show important. J'ai pas l'impression d'avoir eu des segments de dingue au micro. Le segment entre Cody et Solo Sikoa était correct, mais clairement la hype est pas là de mon côté. Le segment entre LA Knight, Melo et Andrade, sur le papier, il est bon pour ce qu'il représente pour la division, pour la mid-card masculine, mais en soi, il était correct mais sans plus. Donc ça reste un SmackDown sympathique, mais qui ne va pas plus loin que ça. Pour la semaine prochaine, on a donc Cody Rhodes qui va défendre son titre face à Solo Sikoa. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de Roman Reigns? C'est la bonne question. Ou alors même un retour de Jimmy Uso? On peut là aussi se poser la question. Ce sera la première de SmackDown du côté de USA Network. On peut imaginer qu'ils veulent marquer le coup. Donc ce sera un SmackDown à absolument pas manquer. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!